Dans la vidéo du jour, je vais vous parler en détail du secteur d'épines. L'objectif, c'est un peu de faire une masterclass dans laquelle je vais vous donner un maximum d'informations sur ce secteur pour que vous puissiez le connaître mieux et être plus informé pour investir. Donc, la vidéo se fera en plusieurs parties. Vous aurez une timeline en bas pour pouvoir aller directement dans la partie qui vous intéresse. Après, je vous conseille quand même de l'écouter entièrement parce que ça vous permettra d'être un maximum informé et de connaître les enjeux du secteur pour savoir si vous avez envie d'investir dedans. Donc, en première partie, on va regarder c'est quoi les dépines. Dans une deuxième partie, on regardera quels seront les avantages justement de ces dépines par rapport aux acteurs plus traditionnels. Puis, on fera une map globale dans laquelle on essaiera de voir quels sont les différents acteurs et les différents secteurs qui concernent le dépine. Donc, déjà, le DePIN, c'est quoi? Ça veut dire Decentralized Physical Infrastructure Network. Donc, ce sont des infrastructures physiques décentralisées. Ce sont tout simplement des réseaux qui vont utiliser la technologie blockchain et des systèmes de récompense en token pour développer des infrastructures physiques dans le monde réel. Il en existe deux principales catégories, les réseaux de ressources physiques et les réseaux de ressources digitaux. Les incitatifs que vont utiliser ces différents projets avec leur crypto vont permettre de coordonner efficacement la construction et les opérations des différentes infrastructures. On va les retrouver dans différents secteurs, comme par exemple le réseau, le calcul, l'intelligence artificielle, l'énergie, les services ou encore les capteurs. Alors, pour résumer, tout simplement, là, on a des réseaux qui vont permettre de mettre en relation, le plus souvent ce qu'on a, c'est des places de marché, qui vont mettre en relation des personnes comme vous et moi qui ont des ressources digitales ou physiques à disposition et des personnes qui en ont besoin. La plupart des projets vont faire le lien entre ces deux acteurs. Maintenant, on va regarder quels sont un peu les avantages de tout ce que de ces dépines. Alors, pour moi, les dépines, elles peuvent amener plus d'efficience, plus de résilience et de performance que les infrastructures centralisées. Elles peuvent aussi aider à scaler le secteur des infrastructures. Là, on peut prendre un exemple qui me semble évident, ça va être le suivi de la chaîne d'approvisionnement. C'est que tout ce qui est suivi de la chaîne d'approvisionnement est extrêmement vieillot. La plupart des choses se font en papier. Il y a très peu de numérisation et de digitalisation et surtout de synergie entre les différents systèmes. Ça fait que les différents acteurs ont du mal à communiquer entre eux. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Là, si vous passez par une infrastructure d'épines, ça va être beaucoup plus rapide. Il va y avoir une synergie entre les différents acteurs. On va avoir un lieu commun où on va pouvoir faire tous les échanges. Ça va permettre d'être plus efficient, de supprimer des intermédiaires, de baisser les coûts. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui peut aider à scaler ce secteur qui, pour l'instant, est un peu encore archaïque. Si on revient un peu sur l'efficience des lépines, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, on va avoir une surpression de tout ce qui est intermédiaire et des process en les remplaçant par un système trustless où le code sécurise tout. Ça va permettre d'être moins coûteux parce que vous n'allez pas avoir besoin d'avoir énormément de services, énormément de personnes qui sont là justement pour faire les intermédiaires et prendre de l'argent. Et surtout, ça va permettre de gagner en vitesse. L'efficience, c'est le fait d'être efficace à faible coût et de manière rapide. Et en fait, qu'est-ce qui ralentit les énormes acteurs Web 2? C'est le fait qu'il y ait énormément de processus en interne, qu'on doive passer par différents secteurs, qui doivent respecter énormément de réglementations. Et tout ça, ça fait que pour faire quelque chose de simple, il va y avoir énormément de personnes qui passent du début à la fin. Donc déjà, ça va faire que le settlement va se faire beaucoup plus lentement, mais ça va coûter aussi très très cher. La deuxième chose, pour moi, c'est que les dépines sont quand même très ouvertes. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, ça va baisser les barrières à l'entrée parce que ça va permettre à des personnes comme vous et moi de gagner de l'argent avec ces ressources physiques ou digitales. Et ça va aussi permettre à des acteurs qui ont besoin de ça d'aller chercher des personnes plus ciblées en baissant les coûts. Et aussi, ça peut permettre à n'importe quelle personne d'essayer d'innover dedans. Ensuite, pour moi, c'est quand même quelque chose de plus sécurisé. En effet, avec les acteurs Web 2 classiques, il y a un point de défaillance unique qui apporte du coup moins de résilience. On peut prendre l'exemple d'AWS, qui sont des serveurs qui stockent énormément de données. Et on a vu, à un moment, il y a des databases de justement AWS qui ont brûlé. Et du coup, il y a beaucoup de sites qui ont été fermés ou KO pendant quelques heures, voire quelques jours, parce que justement, la database sur laquelle ils étaient stockés à brûler. Là, dans un écosystème d'épines et plus décentralisé, il y a plus de points de défaillance uniques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs machines qui débranchent ou qui sont cassées ou qui sont brûlées que ça va s'arrêter. Là, la donnée est stockée à différents endroits, dans différents pays et dans différents acteurs, ce qui fait que ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, il n'y a plus ce point de défaillance unique qui est l'un des plus gros
des plus gros points négatifs de la centralisation. Et après, je voulais revenir sur l'innovation. En effet, lorsque vous êtes sur un écosystème blockchain, vous allez avoir des environnements ouverts et permissionless. Ça va permettre à tout à chacun de venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, ça va faire déjà qu'il va avoir une meilleure synergie, une meilleure collaboration des différents cerveaux. Donc, on va pouvoir créer de nouvelles choses, aller beaucoup plus vite. Et surtout, si vous êtes avec un acteur plus traditionnel, on va dire que il y a plus de process, ils vont pas avoir accès à tout, ça coûte cher aussi l'innovation. Là, on va dire qu'on va pouvoir aller sur des chemins qui semblaient pas forcément très lucratifs et très intéressants pour les gros acteurs Web 2, et possiblement ce sont ces chemins-là qui vont tout changer. Donc il va y avoir aussi cette innovation. Pour résumer, pour moi, les infrastructures décentralisées vont permettre d'apporter plus d'efficience, elles sont plus ouvertes, plus sécurisées et plus innovantes. Mais le plus important, c'est qu'elles vont aussi permettre aux différents citoyens d'améliorer les infrastructures. En effet, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la plupart des projets vont être des espèces de places de marché ou d'intermédiaires qui vont permettre à des citoyens comme vous et moi d'apporter leurs ressources digitales ou physiques aux acteurs qui en ont besoin. Et ça, du coup, ça va vous permettre de collaborer en quelque sorte aux infrastructures qui vont façonner le monde de demain. Par exemple, des infrastructures de stockage, de calcul, etc., etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces Decentralized Physical Infrastructure Network ou des PIN vont se baser sur la blockchain. Et du coup, il y a forcément soit les projets vont créer leur propre blockchain, soit ils vont aller sur des blockchains existantes qui marchent déjà bien. À ce niveau-là, on en a deux qui sortent principalement du lot, avec Solana qui attire de plus en plus de projets d'épines du fait de sa rapidité et de ses faibles coûts de transaction. Et on a aussi l'écosystème de Base qui grandit de plus en plus, qui est relié à Coinbase et qui a énormément la hype sur ce bull run. En plus de Base et Solana, on a aussi Peak qui s'est lancé récemment et qui est une blockchain Layer 1 visant à accueillir des projets d'épines. Donc, ça risque de devenir l'un des principaux hubs par lequel vont transiter les plus gros projets d'épines et qui vont venir du coup compléter les écosystèmes de Solana et de Base. Alors, il faut savoir que la dépine, ça va dépendre du settlement et de la vérification on-chain, donc sur la technologie blockchain, pour stocker les ressources réseau pour les clients qui sont prêts à payer pour ce service. Et c'est là qu'on a une notion importante. Le fait que ces projets génèrent de réels revenus, ils génèrent réellement du cash. Ils sont dans le monde réel. On voit qu'il y a pas mal de projets qui sont là dans l'écosystème blockchain, qui nous disent voilà ma promesse, mais derrière, il y a quasiment aucun client, il y a quasiment aucun produit et il y a quasiment aucun revenu. Là, le fait qu'ils aillent dans des secteurs existants et qu'ils apportent justement de la résilience et de l'efficience, ça permet de capturer assez vite des clients et d'avoir de réels revenus qui sont générés. Je prends par exemple l'exemple de l'intelligence artificielle. Là, actuellement, il y a des pénuries de cartes graphiques dans le monde entier. Le fait qu'on ait des infrastructures décentralisées, ça leur permet d'aller choper des parts de marché, de répondre à de la demande et d'avoir de réels revenus générés derrière. Ce qui va permettre de pérenniser aussi ces projets, parce que souvent les projets en blockchain se développent les premières années sur de la dette avec les levées de fonds qu'ils ont fait auprès de VC. Et une fois que s'ils n'ont pas réussi à trouver leur marché, tout simplement, le projet est voué à partir à la cave et à échouer parce que justement, ils n'auront plus d'argent et ils ne se seront basés que sur de la dette. Il faut savoir que les secteurs les plus demandés au niveau de la dépine sont principalement le stockage de données et la puissance de calcul. Et ça, on va dire que c'est directement relié à l'intelligence artificielle. On va maintenant passer sur un espèce de mapping justement de ces réseaux d'épines. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit en première partie, qu'il y a deux grosses catégories. On va avoir les réseaux de ressources physiques et les réseaux de ressources digitaux, qui vont plus se baser sur tout ce qui est la numérisation. Donc, on va commencer par développer les réseaux de ressources physiques, qui sont la première grosse catégorie. En sous-catégorie, on va avoir tout ce qui est réseau sans fil. Donc, ça nous fait penser à Internet, la 4G de notre téléphone. Donc, on va avoir dans cette sous-catégorie, trois sous-catégories. La 5G, qui est utilisée énormément par nos téléphones, avec des projets comme World Mobile et Helium, qui vont justement essayer d'apporter cette connexion Internet à nos téléphones, mais de manière plus décentralisée. On va aussi avoir son pendant, le Wi-Fi, qui est utilisé par tout le monde, et avec des projets comme MetaBlocks et Wi-Fi Map, qui veulent justement décentraliser un peu cet apport-là en enlevant des intermédiaires et en baissant les coûts. Et la dernière chose, ça va être l'IoT ou l'Internet des objets avec des projets comme Helium ou Iota qui visent justement à connecter tous les objets
numérique. Deuxième sous-secteur des réseaux de ressources physiques, on va avoir tout ce qui est géolocalisation. Cette partie-là est elle-même divisée en trois sous-catégories, à savoir le positionnement avec des projets comme GeoNet ou Foam, l'imagerie et le mapping avec HiveMapper ou Natix, ou encore l'environnement avec Silencio et PlanetWatch. Là, l'objectif, c'est encore de venir s'attaquer à des acteurs Web 2 très centralisés, comme par exemple Google Maps, et de réussir à faire en sorte que des personnes comme vous et moi apportent de la donnée pour avoir le réseau de géolocalisation le plus diversifié et le plus complet possible en alignant justement les incitatifs des différents acteurs. Troisième sous-secteur des réseaux de ressources physiques, il s'agit de la mobilité avec deux sous-catégories, la catégorie données avec Toublox et Dimo et la sous-catégorie du covoiturage et de la livraison avec Téléport et Drift. Là, encore une fois, on voit qu'on s'attaque à des marchés réels dans le monde physique qui ont déjà des clients et qui touchent énormément de personnes. Quand on parle par exemple du covoiturage ou de la livraison, on voit que c'est pour l'instant utilisé par des plateformes plus centralisées, mais si on arrive à décentraliser tout ça, ça peut être hyper intéressant et ça peut rapporter beaucoup de qualité. Quatrième sous-catégorie des réseaux de ressources physiques décentralisés, on a tout ce qui est le secteur de l'énergie avec Daylight, Plural ou Energy Web Token. Donc, pour résumer, première grosse sous-catégorie de tout ce qui est les réseaux d'épines, ce sont les réseaux de ressources physiques qui sont eux-mêmes divisés en quatre sous-catégories, tout ce qui est réseau sans fil, la géolocalisation, la mobilité et l'énergie. On va maintenant passer sur la deuxième grosse catégorie d'épines, à savoir les réseaux de ressources digitales. Donc là, on va avoir encore plusieurs sous-catégories. La première sous-catégorie, ce sont les réseaux de stockage, qui sont eux-mêmes divisés en deux sous-catégories. Le stockage de données avec des projets comme Filecoin, Arweave ou Siacoin, ou les bases de données comme Ceramic et Polybase. Là, encore une fois, on est sur un secteur hyper intéressant. On sait que la donnée, c'est le nouvel or numérique, qu'il y en a de plus en plus et que c'est très compliqué de réussir à stocker tout ça parce qu'on a des tas et tas de données et que c'est exponentiel. Et du coup, le fait d'avoir des réseaux de stockage décentralisés qui vont utiliser justement le stockage des particuliers comme vous et moi, ça va permettre d'être beaucoup plus efficient et de réduire les coûts. Et surtout, ne plus avoir cette centralisation avec ce réseau de défaillance unique. Parce que, encore une fois, si les data centers des gros acteurs Web 2 brûlent ou sont détruits, vous pouvez perdre certaines de vos données. Deuxième sous-catégorie des réseaux de ressources digitales, on va avoir tout ce qui est réseau de calcul. Donc là, ça va être indirectement relié à tout ce qui est intelligence artificielle, mais on peut aussi y mettre le gaming. Donc, première sous-catégorie, on va avoir tout ce qui est machine learning avec des projets comme Tao BitTensor et ces subnets qui vont justement permettre d'apprendre. C'est des réseaux d'inférence qui vont apprendre et du coup, on va avoir par exemple le subnet qui va correspondre à tout ce qui est chatbot, type ChatGPT, à de l'audio, c'est-à-dire qu'il va créer des musiques, à de l'imagerie, c'est-à-dire qu'il va créer des images en fonction de ce qu'on lui demande, etc., etc. On va ensuite avoir la sous-catégorie des RPC. Donc là, c'est apporter des nœuds de validation à un réseau. Donc là, on a le projet ANKR. On va ensuite avoir les indexeurs. Donc un indexeur, c'est un peu comme Google. C'est ce qui va permettre aux différents développeurs de retrouver les informations beaucoup plus facilement sur la blockchain. Donc là, on a le Google des crypto-monnaies, le projet GRT. On a aussi tout ce qui est transcodeur avec LivePeer. Et après, on va avoir une dernière catégorie qui sont tout simplement les réseaux de calcul plus généraux, comme Akash, Flux ou Render, qui vont justement servir pour, par exemple, tout ce qui est intelligence artificielle, mais on va aussi avoir du gaming, du rendu 3D, etc., etc. On peut y ajouter Ionet, qui est aussi un projet récent, intéressant au niveau de tout ce qui est réseau de calcul plus généraux. Troisième sous-catégorie des réseaux de ressources digitaux, on va avoir tout ce qui est sécurité avec DATS Project et Certic. Certic qui est un projet qui va faire des audits de projets crypto. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce qu'en fait, ça permet d'apporter beaucoup de sécurité et de donner un peu de légitimité au projet. Après, aller dans un projet qui a seulement une certification Certic, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais en tout cas, Certic va remonter les différents points. Et après, c'est à vous de voir, est-ce qu'ils se sont mis
est-ce qu'ils ont modifié ça pour que ça se passe bien? Ça permet de savoir est-ce qu'il y a une backdoor, c'est-à-dire est-ce que les personnes peuvent partir avec la caisse, et tout ça, c'est mis dans la certification Certic. Après, il faut savoir que ce sont les projets qui demandent à Certic de venir et qui peuvent choisir différents niveaux pour rentrer dans les détails ou non. Donc, ça permet d'enlever les énormes scams, parce que si vous êtes un scam qui veut partir avec la caisse, au bout de 2 jours, vous n'allez pas payer très cher pour avoir justement une certification, mais ça permet de réduire en tout cas tout ce qui est scam et d'enlever un projet qui n'a pas de certification Certic. C'est vrai que c'est déjà un petit red flag. Dernière sous-catégorie des réseaux de ressources digitaux, on a tout ce qui est bande passante avec 3 sous-catégories. La première étant les VPN avec Orchid ou Sentinel. On a ensuite tout ce qui est CDN. Donc en fait, c'est des réseaux qui vont délivrer du contenu avec Flick et Theta. Theta qui est un peu un YouTube décentralisé sur lequel des créateurs de contenu vont pouvoir venir mettre leurs différents contenus et que en fait voilà, c'est exactement comme YouTube, sauf que les créateurs de contenu vont avoir beaucoup plus vont toucher une plus grosse part du gâteau. Le seul problème pour l'instant, c'est qu'on a du mal à avoir la masse qui vient sur ce type de projet avec une réelle adoption, parce que pour l'instant, on est très habitué à nos réseaux classiques Web 2. Et la dernière partie, qui sont les proxys. Les proxys, on va dire que c'est un peu un pont qui nous permet de relier Internet avec le projet Wind. Donc, pour résumer, la deuxième grosse sous-catégorie, enfin la deuxième grosse catégorie des DePIN, on a les réseaux de ressources digitaux qui sont eux-mêmes divisés en 4 sous-catégories, les réseaux de stockage, les réseaux de calcul, la sécurité et la bande passante. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez des choses à ajouter et si vous trouvez ce type de vidéo où on rentre un peu plus dans les détails intéressantes. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la sécurité. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans la vidéo, on a vu ce qu'étaient les DePIN, c'est-à-dire les Decentralized Physical Infrastructure Network. On a vu quels étaient leurs avantages, qui étaient principalement d'avoir plus d'efficience, qu'ils étaient plus ouverts, plus sécurisés et plus innovants. Et ensuite, on a essayé de voir le mapping, c'est-à-dire dans quelle catégorie et sous-catégorie allaient les DePIN. Et on a vu que c'était plutôt positif pour le futur parce qu'ils étaient dans énormément de marchés qui généraient énormément d'argent, qui étaient assez facilement concurrentiels, entre guillemets, dans le sens où s'ils baissaient les coûts, ils pouvaient quand même aller choper des parts de marché. Et surtout, on a ce côté réel revenu qui permet quand même de sécuriser l'investissement et de pérenniser une entreprise. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.